de redéfinir un peu de quoi on parle. En effet, le 16 mars de cette année a été lancé par le ministère de la Solidarité, de l'Autonomie et des personnes âgées des États généraux de la maltraitance. Enfin, plutôt des maltraitances contre les adultes vulnérables. Alors, c'est une décision qui a été en grande partie réactionnelle au problème de l'affaire Orpea, hein, qui a secoué quand même beaucoup les médias et tout le milieu de l'hébergement des personnes âgées, et puis également à deux rapports qui ont été publiés par la défenseuse des droits concernant les droits des personnes, aussi bien dans le milieu civil en général, notamment l'accès aux droits du fait en partie du développement de l'accès numérique, et puis également un autre document sur les droits en EHPAD. Et puis, mais ce n'est pas la première réflexion, hein, ça fait maintenant plus de 20 ans que comme ça des groupes se réunissent, que des rapports sont publiés, que des préconisations sont prises, que des lois sont votées, et on a l'impression que ça bégaye beaucoup dans ce domaine-là, et on va essayer de voir si peut-être la définition est en partie explicative de ce bégaiement. Alors, il y a un rapport qui est attendu, et on voit ce bégaiement déjà dans la façon dont ça se passe de prime abord. Un rapport de ces états généraux des maltraitances est attendu pour juillet, et il devrait effectivement avoir comme but d'orienter la politique de lutte contre la maltraitance. Mais en fait, il y a déjà une loi qui est en cours de discussion maintenant depuis près de 2 mois, une loi qui s'appelle Bien vieillir, et dans laquelle sont déjà inscrits 3 articles au titre de la promotion de la bientraitance en luttant contre la maltraitance et du renforcement des dispositifs d'alerte. Donc, on voit bien qu'il y a parfois, et on le verra, tendance à la précipitation devant l'ampleur du problème. Effectivement, la maltraitance, c'est un problème grave, hein, c'est un problème important, et c'est pour ça qu'il porte cette attention sur lui. Alors, qu'est-ce que c'est que la maltraitance? Alors déjà, c'est un terme qui n'est pas aussi ancien qu'on pourrait l'imaginer. Excuse-moi Patrick, excuse-moi de te déranger. Oui. Est-ce que par hasard tu as changé tes diapos ou est-ce que c'est toujours, tu es toujours sur la première? Ah là, j'ai changé la diapo, oui. Parce que moi, je ne le vois pas, en tout cas. Non, on voit effectivement que la première. On est toujours sur le titre? Oui, tu n'es pas en mode diaporama, là, Patrick. Oui. Je ne suis pas en mode diaporama, là. Tu peux faire... tu peux cliquer sur le mode diaporama. En bas... Non, je suis sur le mode diaporama. Hein. Là, bah, nous, on ne le voit pas. On n'est pas en plein écran. On n'est pas en plein écran. Alors, c'est le diaporama qui marche moi, je suis en plein écran, je ne vous vois plus du tout depuis quelques temps, oui, je pensais. Là, qu'est-ce qui se passe là? Là, ça marche. Oui, c'est bon, c'est bon. Mais là, je ne suis plus en plein écran, là. Oui, mais ça marche, là. C'est bon pour vous? C'était déjà le cas tout à l'heure, tu n'étais pas en plein écran. Il faut que tu les passes manuellement, quoi. D'accord, oui, ça ne va pas en plein écran, parce que j'ai essayé, hein, mais ça ne veut décidément pas. Donc, désolé pour cette interruption. Oui, je ne comprenais pas. Laure m'avait écrit que je devais passer en plein écran, alors que j'y étais. Bon, alors la définition, la maltraitance, c'est un mot qui n'est pas trop ancien, finalement, hein, puisqu'il date, lorsqu'on voit dans le petit Larousse, il est apparu dans les dictionnaires en 1987. Donc, la définition en elle-même est assez tautologique et ne nous aide pas. Hein, maltraitance, le fait de maltraiter. Quand même, il y a une indication, maltraiter un enfant, une personne âgée ou dépendante, et l'ensemble des mauvais traitements en eux-mêmes. Donc, de fait, ce qui est mis en avant dans cette définition, c'est qu'on ne maltraite pas n'importe qui. Si on maltraite quelqu'un, c'est qu'il y a un lien de dépendance, comme c'est mis dans la définition, et qu'il y a ce qu'on verra dans les définitions ultérieures, qu'on a appelé un lien de confiance, c'est-à-dire qu'il y a un lien entre deux personnes dans lesquelles il y a une confrontation avec des vulnérables, hein, les enfants, les personnes âgées, les personnes dépendantes, et donc une relation de pouvoir. Et puis, comme dans toute relation de pouvoir, hein, la force peut être au service de la faiblesse, mais elle peut aussi en abuser. Donc, c'est quelque part ça le nœud du problème. La maltraitance, le terme de maltraitance a été inventé dans ce but-là, de donner une caractérisation particulière et un mot particulier à cette rupture du lien de confiance qui existe entre deux personnes dont l'une dépend de l'autre.
tout à fait important. Maltraiter est un terme du plus ancien, hein, là aussi pas beaucoup de subtilité, c'est soumettre quelqu'un à de mauvais traitements, le brutaliser, mais également on le voit qu'il n'y a pas uniquement la force physique qui joue également, critiquer durement est également maltraité, donc on imagine bien qu'il y a également à la maltraitance un côté psychique, et on le verra tout à l'heure. La maltraitance a ensuite donné lieu à un certain nombre de définitions. Je vais vous en donner deux essentiellement, et puis je vous donnerai leur traduction légale récente en France. La définition de l'Organisation mondiale de la santé, alors on entend par maltraitance un acte isolé ou répété ou l'absence d'intervention appropriée qui se produit dans toute relation de confiance ou cause un préjudice ou une détresse chez la personne âgée. Donc, on voit un acte, mais aussi l'absence d'acte, c'est-à-dire que la maltraitance peut être à la fois positive, mais également négative, c'est-à-dire le fait de ne pas faire certaines choses est également considéré comme une maltraitance. La relation de confiance est mise en avant. Le Conseil de l'Europe a lui aussi donné une définition. Là aussi, tout acte ou omission commis par une personne qui porte atteinte à la vie, l'intégrité corporelle ou psychique ou à la liberté d'une autre personne, ou compromet gravement le développement de sa personnalité et ou nuit à sa sécurité financière. Pardon, là aussi, on retrouve les mêmes éléments. Alors, ces définitions internationales ne se sont traduites dans la loi française que très récemment. Jusqu'à présent, il n'y avait pas d'acte juridique de maltraitance. Et la loi du 7 février 2022, qui s'est traduite dans le Code d'action sociale et familiale, a donné une définition qui maintenant est la définition juridique française, qui reprend en grande partie tout ce qui a été déjà donné comme définition internationale et l'a bien développé. La situation de vulnérabilité est mise en avant, hein, l'ensemble des actes, ça peut être un geste, j'ai dit une parole, une action, un défaut d'action, hein, donc le fait de ne rien faire peut également être maltraitant. Là aussi, porte atteinte au développement, aux droits, aux besoins fondamentaux de la personne, tout ça dans une relation de confiance, le terme est retrouvé, celui de l'OMS, c'est-à-dire de dépendance, de soins ou d'accompagnement. Ça peut être ponctuel, durable, intentionnel ou non, ça c'est important, parce qu'on verra que c'est quand même un élément tout à fait essentiel dans la réflexion qu'on peut avoir sur la maltraitance. Et puis, ce sur quoi a insisté le texte de loi, c'est l'origine individuelle, collective ou institutionnelle. Alors, on verra que dans la réflexion, bien sûr, le fait que ça puisse être également collectif ou institutionnel est toujours réfléchi, mais en fait, le fait de mettre dans le cas de la loi est tout à fait important. Alors, comment on est arrivé à ce terme de maltraitance et à cette attention particulière à la maltraitance vis-à-vis des vulnérables? En fait, la violence a progressivement diminué dans le monde à partir du Moyen-Âge. Ça ne se voit pas toujours tous les jours, mais en fait, c'est tout à fait net lorsqu'on voit notamment les taux d'homicide dans certains pays. Ça a diminué très nettement jusqu'aux années 2000 où ça a commencé à remonter. Mais de fait, plus un phénomène non désiré devient rare, moins il est toléré. C'est ce que disait déjà Tocqueville au XVIIIe siècle, et c'est un peu ça qui s'est passé, c'est-à-dire que dans les années 60, on a commencé à avoir un intérêt pour des violences intrafamiliales. Alors, ça a d'abord été les violences faites aux femmes dans les années 60, puis les violences faites aux enfants à peu près dans les mêmes années, et puis un peu plus tardivement, la violence faite aux personnes âgées, qui a été décrite pour la première fois en 1975. Ça ne veut pas dire que la violence a commencé à ce moment-là, mais que l'intérêt pour ces violences intrafamiliales est devenu un sujet central pour beaucoup d'organismes internationaux, notamment européens, mais également l'OMS. Ça a été décrit pour la première fois dans des articles médicaux, notamment en Grande-Bretagne, sous le terme de granny battering, hein, battre la grand-mère, granny battering, et ça a été commencé à être pris en compte sur le plan social et politique aux États-Unis dans les années 80 avec des premières lois, des premières mesures vis-à-vis de ces maltraitances. En Europe, c'est venu un peu plus tard. Le Conseil de l'Europe a commencé une réflexion en 1987
une réflexion large hein, sur les violences au sein de la famille, incluant donc ce qu'on a déjà évoqué, aussi bien les violences faites aux femmes, les violences à l'égard des enfants et les violences concernant les personnes âgées, avec la reconnaissance dès ce moment-là, et on verra tout à l'heure que ça n'a pas beaucoup changé, que l'ampleur de cette violence est particulièrement mal connue et que des recherches devraient être entreprises et promues. Donc ça, c'était 1987 à l'ouverture de ce groupe de réflexion sur les violences au sein des familles, et on verra que ça n'a malheureusement pas beaucoup progressé, parce que c'est une évaluation relativement difficile. Et puis l'idée qu'une politique familiale pour les personnes âgées devrait être adoptée, et il y a un certain nombre de recommandations qui ont été faites dans les années qui ont suivi. La dernière, la plus importante, issue de ce groupe de réflexion en 1990. Et ce qui en est ressorti, c'est une classification tout à fait importante et qui certes date de 1992, mais qui me semble toujours tout à fait intéressante parce qu'elle prend en compte à la fois l'intentionnalité déjà de l'acte et puis également le degré de l'acte, quelle est l'importance de cet acte, en faisant une distinction entre les violences et les négligences. À l'époque, il n'était pas encore question de maltraitance, on verra que c'est un terme qui est venu beaucoup plus tard. Les violences, la classification du Conseil d'Europe décline l'ensemble des violences qui peuvent survenir, violences physiques qui sont les plus évidentes, coups, gifles, contention, abus sexuels, les violences psychiques ou morales, l'insulte, le chantage, l'infantilisation. On voit que là, autant les violences physiques, c'est relativement évident. Les violences psychiques, ça devient déjà plus compliqué. Qu'est-ce que c'est que l'infantilisation? Qu'est-ce que c'est la menace de rejet? C'est plus difficile à la fois à visualiser et surtout à enregistrer de manière à pouvoir éventuellement porter plainte. Les violences matérielles et financières, le vol, signature forcée, héritage anticipé. Les violences médicales, médicamenteuses, là aussi des limites qui sont extrêmement difficiles à mettre en œuvre, les abus de certains médicaments, notamment les neuroleptiques, les calmants, les soins inadaptés, et les violences civiques, tout ce qui relève de la prévention du droit de vote, des tutelles abusives, la prévention des papiers d'identité, etc. Donc ça, violence, c'est un terme ancien, et tout le monde, finalement, sait de quoi il s'agit lorsqu'on parle de violence, et on admet qu'effectivement, c'est quelque chose qui est fait avec la force et qui n'est pas accepté par la société. Les négligences, deuxième grand cadre de la classification du Conseil de l'Europe, les négligences, c'est un niveau un peu en dessous et c'est finalement beaucoup sur ça qu'on va travailler. Les négligences actives ou passives, avec là aussi la notion d'intentionnalité qui intervient. Ce sont les privations des aides indispensables à la vie quotidienne, avec ou sans la conscience de nuire. Et ce qui fait en fait le plus gros des maltraitances, ce sont les négligences passives, le plus souvent par ignorance ou par défaut de moyens. Et on verra que ça, c'est quelque chose qui est central, qui devrait être central et qui doit être central dans la réflexion. La Commission nationale de la lutte contre la maltraitance et de promotion de la bientraitance, qui existe depuis déjà quelques années, a en mars 2021 également mis en place une classification, et là on voit que le terme de maltraitance apparaît. Ils reprennent à peu près les mêmes catégories, dont les négligences, mais ils y rajoutent encore d'autres, les discriminations, l'exposition à un environnement violent. Et on voit que cette définition de plus en plus large finit par diluer un peu cette notion de maltraitance, et c'est, à mon avis, un des problèmes majeurs de l'utilisation de ce terme. Je vous l'ai dit, en Europe, Conseil de l'Europe, c'était l'utilisation de termes de violence et de négligence. Dans la classification de 92 notamment. En France, il y a eu une évolution sémantique vers la maltraitance à partir de 95. Il y a déjà eu un certain nombre de réflexions,
notamment le professeur Hugonot, qui faisait partie de la commission du Conseil de l'Europe, qui est un gériatre, avait commencé à introduire cette notion de maltraitance. Et finalement, ce terme de maltraitance a été fixé par l'apparition d'un site de signalement des violences et négligences qui s'appelait ALMA à l'époque, et qui est Allo Maltraitance. Et c'est vrai que le terme de maltraitance, à partir de ce moment-là, a connu une véritable popularité et a été largement utilisé, en oubliant peut-être parfois ce qu'il recouvrait, à tel point qu'il s'est progressivement étendu et que vers les années 2000, on a vu apparaître une extension encore de ce terme de maltraitance avec l'apparition de ce qui a été appelé les maltraitances ordinaires. Alors le premier, c'est un très transitoire ministre aux personnes âgées qui parlait de petites négligences quotidiennes, faire des toilettes trop rapides, ne pas répondre aux appels des personnes, servir des repas trop tôt, ne pas apporter aux soins ce supplément d'humanité pour définir la maltraitance ordinaire. Et la Haute Autorité de Santé a effectivement fait un rapport sous l'égide de mesdames Compagnon et Gadi, qui ont effectivement exploré ce qu'ils ont appelé eux aussi cette maltraitance ordinaire, en rappelant que cette forme de maltraitance n'est pas essentiellement liée aux individus, elle est plus souvent trait au fonctionnement des organisations, donc ça c'est tout à fait important par rapport à ce que disait le ministre, qui mettait cela quand même essentiellement du côté du soignant. Et là, c'est plutôt les organisations qui sont mises en avant, privilégiant l'institution par rapport à l'intérêt et aux besoins des personnes. Ce phénomène de maltraitance ordinaire est invisible et est parfois ignoré par les professionnels, je dirais même le plus souvent, et intériorisé jusqu'à certains points par les patients, et cela, heureusement, de moins en moins. À tel point que, vous voyez, ce terme de maltraitance qui partait quand même de la violence et de la négligence, qu'on arrivait quand même relativement à comprendre, devient, à mon avis, de moins en moins compréhensible. In fine, et ça a été dit à un moment, tout soin, finalement, d'une façon ou d'une autre, et d'une certaine mesure maltraitante. Un des porteurs d'un des rapports sur la bientraitance et la maltraitance à l'hôpital disait que la maltraitance était consubstantielle aux soins. Et on pourra en rediscuter. Et ce glissement sémantique français est vraiment... non, ce glissement sémantique, pardon, est essentiellement français, parce que la plupart des pays, y compris les pays francophones, et je vous ai mis les recommandations du Québec, prévention et résolution des mauvais traitements et négligences envers les aînés. On reste sur cette discussion et puis sur cette distinction, entre ce qui est de l'ordre de la violence, les mauvais traitements, et de ce qui est de l'ordre de la négligence. C'est important, à mon avis, qu'il y ait en permanence dans notre esprit une catégorisation de ce type, sinon on se perd. La revue internationale également s'appelle Elder Abuse and Neglect, qui garde également cette distinction, et même le Conseil de l'Europe, là vous voyez une recommandation en 2014, il parlait toujours encore de violence, d'abus et de négligence. Puisque ce terme de maltraitance entraîne deux écueils et une difficulté. Écueils et difficultés qui ont été mises en lumière dès le début, dès l'apparition de ce terme. Le premier écueil, c'est finalement un amoindrissement du terme de violence. Lorsque un terme inclut à la fois un coup donné à un patient et un repas donné à une température pas tout à fait adéquate, on finit par se dire que si c'est le même terme, ça ne veut plus dire grand-chose, et le terme et l'acte violent, finalement, est tout à fait atténué. C'est également une extension exagérée du concept, qui en atténue donc la spécificité en incluant des problèmes beaucoup plus vastes, en incluant au fur et à mesure, et on le voit encore dans la dernière définition de 2021, où on ajoute encore les discriminations et le fait d'être soumis à un environnement violent, ça complique encore très nettement les choses. Et puis il y a une difficulté également
c'est que la maltraitance, dans son terme même, ce qui n'est pas le cas de la violence ni de la négligence, implique un positionnement dissymétrique, c'est-à-dire qu'on est maltraitant qu'à l'égard des gens qui ont une vulnérabilité problématique. C'est pour ça qu'il n'y a pas de maltraitance à l'égard des femmes, c'est bien une violence faite aux femmes qui continue à être dite. Et ce positionnement dissymétrique pose également un problème, puisque ça revient à, comme le disait cet auteur, à entériner les positions hiérarchiques des protagonistes. C'est une définition difficile également, mais ça, c'est quel que soit le terme qu'on utilise, ça restera une définition difficile, car la limite entre le tolérable et l'intolérable est toujours extrêmement difficile à déterminer. Pour une violence physique, je pense que c'est pas très compliqué. Pour une négligence non intentionnelle, c'est beaucoup plus compliqué. Ce qui est quand même important, et c'est ça que donne la classification du Conseil de l'Europe, c'est cette notion de gravité et de fréquence. Gravité, notion de violence et de négligence, et la notion d'intentionnalité ou d'inconscience par manque de formation. Et puis ça pose bien sûr la question d'un droit à la défaillance. C'est vrai que la notion de norme et de référence dans le soin est quelque chose d'extrêmement complexe et on ne peut pas toujours être dans la norme. Et ayant été gériatre tout au long de ma carrière, je peux dire qu'il est extrêmement difficile de rester dans une norme, lorsque l'on fait de la gériatrie, compte tenu de la diversité des situations rencontrées, et notamment dans le cadre des symptômes comportementaux. On est souvent obligé de déroger et d'être extrêmement à la limite des normes pour essayer, pour le bien du patient bien sûr, mais les normes de ce point de vue-là sont extrêmement difficiles à définir. Alors quelques chiffres, et juste pour vous dire que c'est extrêmement compliqué. Donc ça c'était 2011, l'OMS avait fait un grand rapport européen, différentes régions, elle a fait chercher des chiffres. On va voir que les chiffres, ils sont extrêmement variables, vous le voyez, ils sont entre 0,8% pour l'Espagne et 5,6% pour les Pays-Bas. On ne voit pas très bien ce qui, dans ces deux pays, fait qu'il y aurait une telle différence, mais c'est extrêmement difficile à évaluer. Vous ne tordez pas la tête pour voir où est la France, elle n'y est pas, puisqu'on n'a pas de chiffres qui sont suffisamment fiables. Une étude plus récente, qui est en fait une revue de la littérature et une méta-analyse, il y a eu 52 études qui ont été retenues. Il n'y a aucune étude française, une fois de plus, qui soit suffisamment fiable pour pouvoir entrer dans cette méta-analyse. Et on voit que là, que la prévalence globale est quand même plus importante que ce que donnaient les chiffres européens. On est plutôt autour de 16%, avec une prédominance des violences psychologiques. Ah oui, mais là, il y a une erreur, puisqu'il y a 2 fois violence psychologique, puisque après, je ne sais plus, je suis désolé. Il y a les négligences qui représentent 4,2% et 2,6% les violences physiques, les violences sexuelles 0,9%. Donc on voit que c'est essentiellement des violences psychologiques qui dominent. Il y a peu d'études dans les pays à revenus faibles et moyens, et puis c'est des études qui quand même ont des problèmes méthodologiques extrêmement importants, parce que déterminer une violence ou une maltraitance, et on voit que là, il se concentre sur les violences et les négligences, donc dans la classification plutôt européenne et nord-américaine, mais c'est extrêmement compliqué de définir ce qu'est, par exemple, une violence psychologique qui est la violence la plus fréquente. Les mesures de prévention, il y a 4 grandes mesures de prévention et elles ne se situent pas le plus souvent au niveau de la relation entre le soignant et le soigné ou entre l'aidant et le vulnérable. Il faut avant tout développer la connaissance du risque de maltraitance et on voit qu'en France, on a du mal à avoir des chiffres et on a également du mal à avoir des études construites sur les situations risques, sur la prévention et de savoir ce qui marche, de savoir ce qui existe et de savoir ce qui marche. Il faut instaurer une organisation et des pratiques qui favorisent la prévention. Ça concerne le recrutement des personnels, l'organisation du travail, bien sûr, l'organisation des locaux.
Et bien sûr, il y a là aussi dans cette organisation la formation, mais ce n'est qu'un seul élément de cette prévention. On aura beau former autant qu'on veut, si on ne modifie pas les organisations de travail, si on ne modifie pas les locaux, si on ne réfléchit pas au recrutement, on n'y arrivera certainement pas, et c'est actuellement ce qui se passe d'ailleurs. Installer des dispositifs de détection, ça c'est tout à fait essentiel, vraiment avoir un circuit de signalement des situations de maltraitance est extrêmement important et c'est très très compliqué. Et le traitement systématique de toutes les situations de maltraitance, c'est-à-dire qu'il faut impérativement, lorsqu'il se passe quelque chose de grave, faire un rappel des règles transgressées et puis, si besoin, faire appel à la justice si on est dans le cadre de violences graves avec des répercussions importantes. Connaître, ça implique, et on a beaucoup de mal en France, et notamment par l'utilisation du terme de bien-traitance, qui a été beaucoup utilisé pour mettre en avant une prévention des maltraitances, et de sortir effectivement de ce vis-à-vis entre l'aidant et l'aidé. Or, c'est beaucoup plus complexe que ça. Lorsque on veut effectivement comprendre la maltraitance, il faut impérativement avoir une vision systémique. Ça concerne certes les personnes, et il y a un certain nombre de facteurs de risque qui favorisent, ça dépend de la relation, bien sûr, il y a aussi un certain nombre de facteurs, mais également la communauté dans laquelle la personne vit, ou l'établissement médico-social ou de santé dans lequel la personne est hébergée. Ça dépend de la société en général. C'est sûr que dans une société, et c'est sans doute dans ce but que la discrimination a été rajoutée à la classification, dans une société qui est agiste, il est beaucoup plus difficile de prévenir les maltraitances parce qu'il y a une discrimination sociétale vis-à-vis d'un certain nombre de vulnérables qui favorise quelque part une force qui abuse de la faiblesse. Les facteurs de risque, ils sont relativement connus lorsqu'on fait les études. Du côté de la victime, il y a bien sûr plus la dépendance physique est importante, plus la dépendance psychique est importante, plus il y a un risque. La dépendance économique et affective est également un facteur important. Du côté de l'auteur, il y a également des facteurs de risque importants, c'est la fragilité psychique, l'épuisement, la dépendance, notamment la dépendance à l'alcool, qui favorise également la violence, les problèmes économiques et sociaux et l'isolement. Et c'est vrai que du côté de l'auteur, notamment dans les maltraitances ou les violences qui surviennent à domicile, c'est essentiellement le maltraitant et le maltraitant qui, chez les personnes âgées, fait l'objet de plus d'attention parce que le plus souvent, cette personne est elle-même en situation de vulnérabilité majeure du fait de sa situation d'aidante et d'un isolement, d'un épuisement, d'une fragilité psychique qui sont apparues et qui sont cause effectivement de la survenue de situations de violence. Des deux côtés, les conflits intergénérationnels anciens, bien sûr, se poursuivent avec l'âge. Malheureusement, la cohabitation dans un espace réduit, là aussi, un facteur social important. C'est tout à fait différent de prendre en soin à domicile une personne dépendante dans un 2 pièces ou dans une maison à 5 ou 6 pièces où la possibilité de s'isoler de temps en temps est possible. Chez les soignants, le manque de formation, le manque de personnel et les locaux inadaptés, on l'a déjà dit. Et ce qui est extrêmement important, c'est qu'une fois qu'on envisage de faire une prévention, c'est qu'il faut impérativement évaluer les méthodes de prévention. Les méthodes de prévention sont d'une importance capitale et leur évaluation est essentielle parce que la plupart des interventions n'ont aucun effet, ça a été entre-temps démontré, elles peuvent même avoir des effets négatifs. Et puis, le plus souvent, se base sur le bon sens, l'intuition, une expérience personnelle. Ça ne suffit absolument pas. Il faut vraiment des évaluations de haute qualité. Et là aussi, on n'est pas très aidé. Là aussi, une fois de plus, le rapport 2011 de l'OMS qui avait déjà essayé de voir un peu un certain nombre de méthodes et on voit que pour la plupart de ces méthodes, il n'y a pas d'études du tout où les résultats sont contradictoires ou peu clairs. Quelques études
sont effectivement plus encourageantes et c'est le plus souvent à destination des aidants et au soutien des aidants, qu'ils soient professionnels ou familiaux, que ces méthodes sont efficaces. Une étude plus récente, qui est également une revue de littérature qui date de 2018, peu de données d'efficacité. Là aussi, on a, je l'ai dit, c'est important de faire l'évaluation, mais in fine, on n'en fait pas beaucoup. Les plus prometteuses restent, comme déjà dans la revue de littérature qu'avait fait l'OMS en 2011, c'est les interventions qui ciblent les aidants. C'est vraiment là qu'il faut impérativement agir. Et notamment en fournissant des services destinés à alléger la charge, ce que je disais tout à l'heure. Si on met les personnes aidantes dans une situation de fragilité psychique, d'épuisement tel, le dérapage vers la maltraitance est non pas systématique, mais quasi. Des programmes de gestion des finances, là, essentiellement à destination des violences financières. Des lignes d'assistance téléphonique et de foyers d'accueil d'urgence, ça c'est tout à fait important. Et puis les équipes pluridisciplinaires, car effectivement la réflexion globale, incluant à la fois la justice, les soins de santé, les soins de santé mentale, la protection des adultes, les soins de longue durée, les soins d'hébergement, sont tout à fait essentiels dans les méthodes qu'on peut mettre en œuvre. Une réflexion à plusieurs et on y reviendra encore rapidement. En France, la prévention de la maltraitance a été et reste axée sur la diffusion de la bientraitance. Alors la bientraitance est apparue dans les années 2000, la meilleure définition est une définition de la Haute Autorité de Santé, c'est une manière d'être, d'agir, de dire, soucieuse de l'autre, et donc c'est bien dans bientraitance, c'est l'idée qu'on s'intéresse avant tout à ce que veut l'autre, à ses droits, réactive à ses besoins, respectueuse de ses choix et de son refus. Et effectivement, c'est essentiellement, et là on le voit dans les documents, c'est essentiellement une réflexion qui peut permettre ça. Dans les différents documents qui étaient édités pour promouvoir la bientraitance et y réfléchir, on voit aller-retour permanent entre penser et agir, questionnement permanent, culture de soins, projet. Ce qui est important, c'est que c'est une démarche réflexive sur le soin. Des réunions pluriprofessionnelles, l'analyse des pratiques, des groupes de réflexion éthique qui permettent de réfléchir à distance aux soins et à la manière dont on donne les soins, notamment dans des contextes particuliers, notamment ceux du médico-social. Bien, les maltraitances ont été intimement liées depuis le début dans tous les textes, et dans un premier rapport de l'IGAS en 2006, qui est un des précurseurs, on disait que c'était les deux volets d'une même action. Et puis il y a de nombreux textes qui sont parus et qui les ont définitivement liés. Or, à mon avis, mais c'est mon hypothèse, la maltraitance n'est pas prévenue par la bientraitance de façon générale. Un certain type de maltraitance est effectivement bien prévenue par la bientraitance. Celle qui correspond avant tout à la négligence, ce qui correspond à la maltraitance ordinaire, c'est-à-dire ce qui fait que dans le soin, il se passe des choses qui normalement ne devraient pas avoir un rapport avec le soin et qui sont le plus souvent liées à l'organisation, mais également à des habitudes qui se prennent du côté des soignants et qui font que le soin, l'attention à l'autre n'est plus aussi vigilante qu'elle devrait l'être. Deux types de négligence. La négligence procédurale, ça c'est lorsqu'on ne respecte pas des standards objectifs et mesurables, mais c'est surtout la négligence dans le soin, c'est-à-dire l'échec du soin non protocolisé, celui qui fait dire au patient et à son entourage que le soin ne se soucie pas du bien-être, de son bien-être, du bien-être du patient. Et je pense que la réflexion sur le soin, donc la bientraitance, permet effectivement de prévenir ces négligences et particulièrement ces négligences dans le soin. Par contre, pour la prévention de la violence, c'est important, c'est essentiellement la détection organisée des maltraitances qui permettra d'avancer dans cette question. Un protocole de signalement et de traitement des suspicions de maltraitance qui soit clair,
une organisation qui dise clairement lorsque une suspicion survient, ce qu'il faut faire, à qui il faut s'adresser et dans quel délai la question va être prise en compte. Et ce délai doit être fixé par le protocole, c'est-à-dire que ce n'est pas on y pensera quand on pourra. Une analyse organisée de ces suspicions et l'application, si besoin, de sanctions. Et c'est extrêmement compliqué ça, parce que ça remet en cause certains fonctionnements. Et on voit, dans une structure dans laquelle j'ai travaillé un certain temps, on a essayé de mettre en place un protocole de détection et des maltraitances, et surtout de signalement des maltraitances, et on n'y est pas arrivé, parce que dans un contexte où l'organisation des soins est extrêmement complexe, et on peut le dire quand même largement insuffisante, mettre en place une détection organisée est extrêmement compliqué. La réflexion permanente sur le soin et son organisation est essentielle, mais elle est essentielle pour le soin en général. Et elle prévient également les négligences et certaines violences. Et la mise en œuvre de formation, oui, certes aussi, mais ça ne sert à rien si, en même temps, on ne réfléchit pas sur le soin et son organisation et qu'on ne parvient pas à modifier les organisations. Car il faut rompre le silence, et ça c'est relativement difficile, et puis signaler. Rompre le silence, c'est difficile parce que les victimes ont peur, ils sont dans une relation de dépendance vis-à-vis du maltraitant, et donc c'est extrêmement compliqué. On le voit notamment en gériatrie, dans les situations de maltraitance, on a beaucoup de mal parce que séparer le maltraité de son maltraitant, ça veut souvent dire malheureusement pour le maltraité une entrée en institution, enfin plus souvent ne plus pouvoir retourner dans son domicile. Donc on voit toute la difficulté et qu'ont certaines victimes à pouvoir dire. Et puis en institution, c'est également difficile car on a également peur des représailles éventuelles, notamment du maltraitant. Puis les victimes sont souvent ignorantes de la gravité de ce qu'on leur fait. Il existe un numéro national unique, le 3977, qui s'appelle maintenant ABO, et qui est ouvert les jours de la semaine. Il permet, alors c'est pas un signalement, il y a bien sûr la possibilité d'un signalement au système judiciaire, mais ça c'est un signalement qui permet, notamment dans un certain nombre de situations et de déficit organisationnel, de pouvoir avoir un regard extérieur, puisqu'il y a un certain nombre de groupes de personnes associant des juristes, des médecins, des travailleurs sociaux, des soignants bien sûr, de participer et d'éventuellement participer à la réflexion. Donc lutter contre la maltraitance, c'est une priorité, c'est tout à fait important. Développement des connaissances, formation, détection des situations à risque, signalement organisé et efficace, aménagement d'espace de réflexion sur les pratiques du soin, ça c'est tout à fait essentiel, et il n'y en a plus, puisqu'on est dans une situation tellement tendue que c'est compliqué. Et puis, on finance de plus en plus difficilement des choses qui ne sont pas dans le faire, à tel point que la Communauté européenne d'Alsace a envisagé, par l'intermédiaire du conseil du CDCA, du conseil départemental pour la citoyenneté et l'autonomie, de financer, notamment dans les EHPAD, ces moments de réflexion. Malheureusement, le manque de personnel actuel ne permettrait même pas de développer, de mettre en place, par contre, cette mesure, parce qu'il n'y a plus de temps soignant disponible. Et vous avez compris, réfléchir en bien et mal, c'est toujours extrêmement compliqué, le bien et le mal, oui, c'est une notion forte, mais elle noie très rapidement la personne qui essaye d'y réfléchir. Or, en France, effectivement, on s'est engagé dans cette réflexion entre maltraitance et bien-traitance. Voilà, c'est trop tard, on ne peut pas renommer, comme je l'ai mis, bien-traitance et maltraitance. On voit d'ailleurs que les nouveaux états généraux là, qui ont lieu actuellement sont toujours sur la même réflexion. Par contre, il faut bien avoir en tête ce que l'on entend par bien-traitance et maltraitance. Maltraitance, toujours en gardant peut-être en arrière-plan cette réflexion sur à la fois la vision systémique de la maltraitance et puis les violences et les négligences, et bien-traitance, en sachant que ça ne résoudra pas totalement la question de la maltraitance, quels que soient les efforts qu'on y mette. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Merci, Monsieur Karcher. Je vous laisse lire la citation, effectivement, qui conclut le diaporama. Est-ce que d'ores et déjà, certains souhaiteraient poser des questions ou l'ensemble des informations qui vous a été donné vous laisse, vous met dans le besoin de prendre un petit peu de distance avec tout ce qui a été dit? Patrick, Ok. tu peux peut-être commenter la remarque qui est dans la rivière là, d'une dame qui est partie sur la formation. Effectivement, il y a une demande, enfin une précision qui a été apportée qui signale que la formation des soignants, d'après ce que j'en comprends, devrait aussi concerner les médecins et que cette formation n'est pas forcément faite à l'heure actuelle. Également, elle est faite à qui? Pardon, je ne sais pas suivi. Pour les médecins, c'est ça? La formation des médecins est relativement Ah oui, faible. oui. Ah oui, oui, oui. Mais ce qui est certain, c'est que dans toute situation de maltraitance, notamment en termes de maltraitance institutionnelle, il y a toujours, même si on est face à un soignant pervers qui exerce des violences de façon pernicieuse vis-à-vis de quelqu'un, et on se dit que c'est l'agent qui est premièrement en cause. Il y a toujours des problèmes organisationnels et des problèmes de management. C'est toujours le cas. Parce que si cette personne s'est sentie autorisée à déraper comme ça, c'est qu'il se passe quelque chose dans l'institution. Et si on ne fait pas cette analyse systémique, et c'est vrai que le terme de bien et de maltraitance n'y invite pas nécessairement, il faut faire une analyse systémique. Et dans les quelques cas de maltraitance que j'ai eu à traiter, maltraitance institutionnelle que j'ai eu à traiter, on s'est intéressé bien sûr aux soignants qui avaient dérapé, mais on s'est intéressé, et c'est essentiel, en même temps à tout le reste. Parce que ce soignant est également membre d'une équipe, il est dans une institution avec un certain nombre de contraintes qui font que cette maltraitance, et je vois qu'il y a effectivement qui pourrait confirmer les liens entre la maltraitance et les conditions de travail. Par exemple, une EHPAD avec une ASH qui réalise 25 toilettes quotidiennes contre 12 en chirurgie, ce qui explique aussi les difficultés avec la qualité de recrutement des services. Mais oui, c'est tout à fait ça. Et c'est vrai que dans le terme de bien et de maltraitance qui lie finalement quelque part le bien et le maltraité, en oubliant qu'il y a nécessairement une réflexion systémique à avoir, on n'y arrive pas. Et la formation, c'est magnifique de faire des formations, et ça a été dès le début. Dans les années 2008, le terme de bien-traitance a été utilisé parce qu'il y a eu des cas de maltraitance. Il n'y avait pas que Orpea, il y a 2 ans, c'était déjà le cas à l'époque. Il y avait notamment une caméra cachée dans les infiltrés qui avait filmé un peu ce qui se passait dans les EHPAD. Et puis à ce moment-là, les ministres successifs sont venus et ont dit oui, il y a de la maltraitance, mais on va faire de la bien-traitance. Et dans la bien-traitance, il y avait la formation. Oui, c'est très bien de faire des formations, et ça permet effectivement aux personnes de se rendre compte d'un certain nombre d'attitudes qui sont les leurs et qui ne sont plus des attitudes de soins. Parce qu'on se concentre sur le faire, parce qu'on oublie les droits et les désirs du patient, et ça, on peut y arriver assez facilement. Et dans une situation où effectivement une ASH fait 25 toilettes quotidiennes, elle peut l'oublier, mais vraiment très vite, et quelles que soient ses vertus personnelles. Lorsqu'une personne à domicile se retrouve avec un conjoint qui est porteur d'une maladie neuroévolutive 24 heures sur 24, des symptômes comportementaux importants, et que, comme ça a été le cas au début du Covid, l'hôpital de jour a fermé, l'accueil du jour, pardon, a fermé, les équipes n'arrivent plus au domicile, mais il faut être un saint pour ne pas glisser assez rapidement, au minimum dans les négligences et très rapidement dans les violences. Donc, faire fi de ce qui relève de l'organisation du travail, c'est extrêmement délétère. Oui, oui, tout à fait. Alors, il n'y a pas en France un observatoire de la maltraitance qui pourrait confirmer. Et ce qui est quand même gênant aussi dans les états généraux de la maltraitance, j'en terminerai là, c'est que il n'y a pas de débat large, c'est pour ça qu'on a voulu l'organiser là. Il n'y a pas de débat large. Il y a eu effectivement une sollicitation des espaces de régionaux éthiques, mais qui est très tardive et qui
inciter à aller dans les écoles soignantes, les IFSI, mais à une période où de toute façon c'était impossible de le faire. Et je ne pense pas que ce soit nécessairement là qu'il faille aller. C'est dans le milieu de soins qu'il faut écouter ce qu'ont à dire les soignants en première ligne. Il y a effectivement un témoignage dans le chat pour dire que les causes racines sont effectivement le management, l'institution, donc sont souvent en cause, mais cet aspect-là est systématiquement mis sous le tapis. C'est-à-dire, comme vous le disiez tout à l'heure, l'analyse du système n'est pas forcément faite et la notion de maltraitance met face à face la personne maltraitée et l'acteur, celui qui a fait le geste. Oui, tout à fait. Si on veut si on veut prévenir la maltraitance, il faut effectivement qu'il y ait cette réflexion systémique. Alors moi, j'avais une question. Tout à l'heure, vous avez parlé de la bientraitance. Pour dire, d'après ce que j'en ai compris et saisi, la bientraitance, c'est une action finalement qui doit reposer davantage sur la réflexion sur les pratiques, et que c'est cette mise à distance finalement peut-être de la routine ou des habitudes qui permet de se reposer, de se remettre en question dans son acte de soi ou d'accompagnement. Mais les lieux aujourd'hui pour le faire, lesquels sont-ils? Ils n'existent pas. Au mieux, c'est les réunions pluriprofessionnelles lorsqu'elles ont été maintenues. Il y a beaucoup de réunions pluriprofessionnelles, surtout dans le domaine de la santé, qui ont été supprimées à l'occasion de l'apparition des 35 heures, puisqu'il fallait sabrer des choses. Donc, on a sabré notamment les temps de rencontre des équipes entre les différents changements d'équipe. Et c'est vrai que les réunions pluriprofessionnelles, alors en les EHPAD, elles en ont quand même plus souvent. Et c'est pour ça d'ailleurs que la CEA avait réfléchi à ça, c'est-à-dire de se dire qu'il fallait impérativement, si on veut que ça avance, qu'il fallait financer au niveau des structures, puisqu'elles n'ont peut-être pas les moyens, mais financer du temps soignant pour que les soignants se réunissent et réfléchissent. Alors ça c'était envisagé plutôt comme une réflexion soit éthique, soit une réflexion sur les pratiques. Voilà, donc ça c'était une mesure qu'avait envisagée le CEA. Malheureusement, la crise des EHPAD actuellement est telle que il n'y a plus de personnel, même si on décidait demain de mettre en place ce financement, il n'est pas sûr qu'on trouve le personnel pour se réunir, parce que l'urgence à ce jour est effectivement de s'occuper des résidents. Mais ce qui est pervers, parce que plus on est dans le faire, plus on agit rapidement, moins c'est bon. Il y a un de nos auditeurs qui lève la main, là. Éric Larigère. Oui, bonsoir à tous. Merci à vous de votre intervention. Juste en complément, j'aime souvent à dire quand même que, heureusement, et vous l'avez bien rappelé dans votre état des lieux, que l'être humain n'est pas par essence maltraitant par volonté, il est souvent de circonstance. Et moi, j'aime à parler souvent 9 fois sur 10 dans les expériences qu'on a vécues. Il y a deux victimes, le maltraitant et le maltraité. Et comme vous l'avez pu le dire, qu'elle soit institutionnelle, qu'elle soit sociétale. Deuxième élément à rappeler aussi sur le plan épidémiologique et santé publique, et c'est surtout pas stigmatiser l'un contre l'autre ou défendre l'un pour l'autre, c'est qu'elles sont quand même essentiellement, et pour les mêmes raisons que j'évoquais, d'abord à domicile. Parce que les conditions du domicile, que ce soit pour les aidants familiaux, qui sont souvent en situation de danger eux-mêmes, donc victimes aussi, les professionnels du domicile travaillent sans filet. Même si les organismes de soutien de l'accompagnement à domicile professionnalisent la coordination, etc. Il y a un contrat de confiance qui est extrême à domicile, puisque une fois que j'ai fermé la porte et que je me retrouve avec la personne vulnérable, je n'ai pas ce regard bienveillant, ce regard formateur, ce regard encadrant, ce soutien implicite ou explicite, ou ce contrôle implicite ou explicite que je peux avoir dans un établissement institutionnel. Or, effectivement, vous l'avez rappelé, à l'actualité, paradoxalement, non seulement notre société maltraite ses vieux,
mais elle maltraite encore les quelques-uns qui ont vocation à s'occuper de ces vieux, quoi. Et donc, il y a une sorte de schizophrénie sociétale là-dessus, qui, majorée par un phénomène qui, j'ai encore une audition sur la fin de vie tout à l'heure au ministère, mais c'est assez effarant, on fait, le mal est là, on sait que l'humain n'est pas remplaçable, que nous sommes des métiers du prendre soin, que le post-Covid met les métiers du soin et du prendre soin en concurrence, parce que ce sont des métiers qui ne sont pas télétravaillables. Et nous, sur le terrain, on est extrêmement inquiets sur la question, quand même, c'est vrai, cette volonté politique, sociale et sociétale de donner les moyens d'attirer les professionnels qui veulent encore s'occuper des vieux, que ce soit à domicile, en institution. Donc, il y a une vraie crise identitaire de notre secteur. Il y a une crise existentielle des métiers du vocationnel du soin et du prendre soin. Et moi, mon inquiétude de ma dernière décennie qui me reste professionnellement, c'est pas le boulot, c'est est-ce qu'on va trouver les bras? Parce que vous l'avez dit, tout n'est pas une affaire de moyens, c'est une affaire de compétences, c'est une affaire d'encadrement, c'est une affaire de soutien, c'est une affaire d'ambiance, ça a été écrit par d'autres tout à l'heure, c'est une affaire de management. Mais comment pouvons-nous être bien traitants et faire de la prévention de la maltraitance, deux notions complémentaires, s'il n'y a pas toute une ambiance et des conditions minimalistes sans toujours tout renvoyer aux moyens, quoi. Aujourd'hui, c'est véritablement, je crois qu'il faut travailler sur les organisations, mais il va y avoir une vraie révolution copernicienne des métiers du prendre soin. Pardonnez-moi d'avoir été un peu long. Non, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. C'est quelque chose que vous n'avez pas évoqué, c'est évidemment, c'est la partie émergée de l'iceberg, c'est les actes potentiellement délictueux, et qu'on soit secret ou pas secret, c'est évidemment notre devoir aussi de dénoncer à un moment donné quand ça prend un caractère répété, intentionnel et des maltraitances quelles qu'elles soient. Alors on a beaucoup travaillé, là l'ordre a pas mal avancé sur les maltraitances chez l'enfant, mais on sent que c'est encore frileux chez les maltraitances des plus âgés. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous dites. Oui, il y a vraiment cette extrême difficulté actuelle. Et je pense que c'est également ça qui pose problème. Et sur le signalement, le signalement notamment à la justice, c'est essentiel parce que c'est une vraie catastrophe de connaître une vraie maltraitance, par exemple une violence physique, et de ne pas agir de façon juridique. Et ça, non seulement c'est absolument innommable par rapport à la personne qui est violentée, mais en plus, ça met les équipes en une difficulté absolument extrême, puisqu'ils n'arrivent plus à avoir confiance dans l'institution, dans laquelle finalement on continue à admettre des actes qui sont totalement illégaux. Alors, il y a quand même des actes illégaux, il y a effectivement des problèmes d'organisation, il y a également quelques actes illégaux. Heureusement, ça représente la minorité. Et sur le domicile, oui, le domicile, c'est encore une face encore plus cachée que l'hôpital. L'hôpital est une face cachée dans la mesure où les moyens de signalement et la volonté de signalement n'est souvent pas forte, parce qu'elle remet en cause effectivement aussi l'organisation et le fonctionnement. Mais à domicile, c'est une vraie catastrophe. Il n'y a pas en plus le côté contenant que peut avoir une institution à un moment ou à un autre, quel que soit son état, elle a quand même une capacité à contenir un certain nombre de choses. À domicile, on a souvent des gens qui sont très fragiles, je parle là des soignants, qui sont parfois pas suffisamment formés, parce que le marché du travail actuellement est très tendu et la formation est devenue relativement secondaire. Et du coup, effectivement, il y a certainement des situations extrêmement graves qui se passent à ce niveau-là, du côté des soignants à domicile, mais également du côté des aidants non professionnels. Hein. Là aussi, on voit bien que le soutien qu'on pouvait voir se mettre en place à partir des années 2000, où on avait quand même un certain optimisme sur tout ce qui pouvait se faire à domicile, est en train tout doucement de s'écrouler, hein, notamment tout ce qui est de l'aide à domicile et qui est en train, certaines structures sont en train de fermer, en tout cas sur la région alsacienne, parce qu'elles ne trouvent plus de personnes pour aller à domicile. Oui.
J'ai juste un commentaire là sur ce que vous venez de dire tous les deux, c'est que quand même, on peut dire ce qu'on veut sur le management, mais la première condition pour l'absence de négligence, c'est quand même le nombre de bras. Or, à l'heure actuelle, il y a une telle tension sur les ressources humaines qu'on est engagé dans un cercle vicieux qui fait que plus les conditions de travail se détériorent, plus les gens s'en vont, et plus les gens s'en vont, plus les conditions de travail se détériorent. Et donc, pour l'instant, on a beaucoup de mal à sortir de ce cercle vicieux parce que l'établissement, la filière qui a vocation à alimenter les ressources humaines, à savoir les IFSI, elles aussi, elles ont une crise. Elles ont une crise majeure avec un taux d'abandon dans les IFSI qui est très, très important. Et ça, c'est un aspect qui est relativement sous-évalué et sous-estimé, alors que j'ai l'impression que toute la machinerie de l'hôpital est tendue vers une seule chose, la gestion des ressources humaines. Et donc la fonction managériale, les formations, les réunions, comme tu le disais Patrick, les réunions pluriprofessionnelles, eh bien évidemment que ça passe au second plan, d'abord parce qu'il n'y a plus de gens à réunir. Il y a ceux qui sont fatigués, ceux qui sont arrêtés, et le peu de gens qui restent, eh ben, ils bossent, quoi. Et donc, on est engagé pour plusieurs années, je pense, dans un déficit de ressources humaines qui ne va pas arranger la situation et qui va probablement majorer le risque de négligence. Parce que j'ai bien appris que c'était plus de la négligence que de la maltraitance ordinaire. J'ai retenu ça. Oui, tout à fait. Alors, quand même, le problème de la réflexion, enfin la réflexion sur la maltraitance et la bientraitance dure maintenant pratiquement 20 ans. Il y a eu des périodes où c'était moins tendu et où la réflexion n'était pas plus performante. Maintenant, c'est sûr que maintenant, la mettre en place là, ça va être encore plus compliqué, hein. C'est des équipes, je disais, le côté contenant aide très certainement à éviter à la fois les négligences et les violences, hein. Les négligences parce que lorsqu'il y a une équipe stable, elle permet d'avoir une habitude de soins, d'avoir des gens qui se connaissent, d'avoir des habitudes de fonctionnement qui sont le plus souvent réfléchies. Et puis maintenant, on a des équipes qui n'en sont plus. Enfin, en tout cas ici sur la gériatrie, moi j'avais plus d'équipe, j'avais des gens qui passaient et qui venaient. Donc c'est vrai que là que le risque de aussi bien de négligence que de violence est nettement majoré, hein, parce que les gens n'ont même pas le temps de s'acculturer au fonctionnement des équipes, de s'acculturer à la gériatrie. Ils viennent, ils partent, et nécessairement, ils sont négligents, hein. Là, effectivement, là, on peut dire comme M. Schmitt que la maltraitance est consubstantielle du soin, là, actuellement, oui, parce que le soin, c'est quand même une réflexion d'équipe. Et là, il n'y en a plus. Il y avait aussi une autre question, un autre enjeu qui a été pointé par M. Carija, qui est la culture du sécuritaire aux dépens du droit au risque, ou du tout sécuritaire pour tout encadrer notamment. Voilà. Oui, tout à fait, oui. 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 Alors moi, je me posais une autre question puisque on voit bien que finalement l'acteur de la négligence ça se produit essentiellement, en tout cas en partie, parce qu'à un moment, l'organisation du travail fait que les moyens ou le temps, etc., ne sont pas suffisants. Et je pense qu'il faut aussi penser au mal-être au travail, au conflit de valeurs que ça provoque chez ces soignants. Et ce mal-être au travail lui-même peut générer aussi des négligences. Et en fait, on est comme dans une spirale qui aspire l'ensemble des personnes qui travaillent, à la fois les soignants, à la fois l'encadrement et puis les personnes qui sont accompagnées. Et il y a un problème de recrutement, certes, mais je pense qu'il y a aussi un problème de prise en compte de ce mal-être qui est lié directement à ce conflit de valeurs que les soignants vivent, et ça explique aussi leur désaffection, sans doute des IFAS et des IFSI, entre ce qu'ils pensaient être de leur métier et finalement des conditions dans lesquelles ils l'exercent et qui les amènent, et je pense que pour beaucoup ils en sont conscients, à des négligences du quotidien.
Oui, bah oui, c'est une certitude avec effectivement l'impression d'une spirale infernale, puisque moi c'est bon, bah, tu viens de le dire tout à l'heure Gérard, pour les IFSI, les IFAS, bah, les gens ont de moins en moins envie d'y aller, et puis c'est une spirale, puisque moins ils ont envie d'y aller, moins il y aura de gens sur le terrain, et moins ils auront envie d'y aller, parce que lorsqu'ils seront sur leur terrain de stage, ils verront des choses catastrophiques. Alors moi j'ai enseigné, j'enseigne aux IFAS et aux IFSI la notion de maltraitance, et à chaque fois je suis effectivement choqué par ce qu'ils me racontent de ce qu'ils voient dans leur stage. Hein. Et c'est souvent, alors beaucoup les aides-soignantes, également les infirmiers, mais essentiellement les aides-soignantes qui racontent des choses terribles. Et donc on se dit bien que si on n'arrive pas à un moment ou à un autre à faire quelque chose qui soit de l'ordre d'un choc salutaire, on n'arrivera pas à avancer, hein, parce que on aura beau leur enseigner plein de choses, leur donner une notion éthique, leur rappeler ce que c'est la maltraitance, les encourager à la réflexion sur le soin, à la bientraitance si on veut, mais si en pratique, dès qu'ils sont sur le terrain, ils voient qu'il n'y a rien qui peut être respecté, c'est même pas que rien n'est respecté, c'est que souvent rien ne peut être respecté. C'est ça qui est terrible. Alors, elles le disent. Voilà, alors il y a des choses qui les choquent parce qu'elles le voient de l'extérieur, mais souvent elles disent mais on peut pas, parce que comme la remarque qui a été faite sur le chat, hein, 25 toilettes dans une matinée pour une aide-soignante, et c'est pas une rareté, c'est pas possible. Vous pouvez pas avoir une attention à l'autre vulnérable qui est en face de vous, et prendre en compte ses désirs, c'est pas possible. Et si je peux me permettre, il y a aussi autre chose. On parlait tout à l'heure de spirale. Nous, ce qu'on constate aussi quand on intervient dans les IFSI, c'est qu'il y a aussi une forme, c'est un peu peut-être horrible à dire, mais d'auto-maltraitance, c'est-à-dire que les soignants en souffrent aussi, enfin, ceux qui sont par exemple dans des situations dramatiques dans leur stage, ont parfaitement conscience que ce qu'ils font peut être moins de la négligence, mais parfois de la maltraitance, et en se voyant le faire et en ayant conscience qu'ils vont devoir continuer à le faire pour pouvoir valider certaines choses, c'est assez prosaïque, et ils se forcent à le faire et ils en souffrent aussi. Et il y a vraiment un cercle à la fois de l'institution, à la fois en effet de l'encadrement, mais il y a aussi ce cercle, finalement on s'auto-force, on est dans une spirale nous-mêmes finalement. Il y a, c'est systémique comme vous disiez, mais il y a aussi soi avec soi-même. Et souvent, on a des étudiants qui ne peuvent plus se supporter faire ce genre de choses. Bah, soit ils ne se supportent plus et souvent malheureusement à ce moment-là ils quittent le métier, soit l'autre solution qui est guère mieux, c'est qu'ils n'écoutent plus la personne qui est en face d'eux. C'est-à-dire que c'est la seule. Faire 25 toilettes le matin lorsqu'on est aide-soignante, on ne peut pas écouter la personne qui est en face d'eux, on la lave. C'est pas possible. Donc là, envisager une relation bienveillante dans cette situation n'est pas possible. C'est même pas possible, même avec toute la bonne volonté du monde. Je crois qu'il y a quelqu'un qui lève la main. En tout cas, chez moi, j'ai une main qui se lève. C'est qui ? Alain. Monsieur Léon, vous pouvez prendre la parole. Oui, c'est bon. Ah, c'est Alain. Ah, pardon. Oui, merci. Deux choses. La première, c'est que cette affaire-là, c'est pas d'hier. Je veux dire, cela a commencé d'abord aux États-Unis il y a 25 ou 30 ans. Dans un premier temps, les États-Unis ont réglé le problème, ou tout au moins essayé de régler le problème en dévalisant les anglo-saxons et notamment l'Angleterre. Les Anglais ont dévalisé les pays du Commonwealth. Et puis, un petit peu comme nous le faisons à l'heure actuelle, nous dévalisons
l'Afrique. Et il est clair que cette affaire-là, finalement, ça va aboutir à deux types de prise en charge. Une prise en charge, bien sûr, il faudra mieux rémunérer, mais il y aura des pays qui auront les moyens de mieux rémunérer et d'autres qui n'auront pas les moyens de rémunérer et donc qui n'auront pas forcément des personnels formés, reformés, sensibilisés. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est quoi qu'il en soit, que l'on soit d'ailleurs résident ou patient, en institution, on se retrouve livré, soumis, voire abandonné. Et à l'heure actuelle, on ne revient pas vers les familles. Or, toute cette affaire, c'est aussi quelque part l'abandon, entre guillemets, de la famille. Et si on nous promet demain un triplement des personnes de plus de 75 ans, de plus de 80 ans, il est clair que le système ne pourra pas assumer toute cette augmentation démographique. Si les familles ne mettent pas, je dirais, la main aux soins, je ne vois pas comment on peut s'en sortir sans, encore une fois, aggraver, je dirais, le déséquilibre entre finalement les pays sous-développés ou en voie de développement et les pays les plus développés qui auront les moyens de s'offrir, en fait, des soi-disant bons soins. Oui. Tout à fait juste, mais le problème actuel. Là, la France dit que la priorité doit être au maintien à domicile depuis le comité de mendicité de 1791. C'était déjà écrit là-bas, ça a été réitéré dans la grande loi de 1905. Le rapport Larocque disait la même chose, il faut tout faire pour que le maintien à domicile soit la priorité chez les personnes âgées. Mais ce que disait Larocque, et qui a été complètement oublié, ça a été redit par Broussy dans les années 2015, c'est que si on veut que les gens puissent rester à domicile, il ne faut pas juste s'intéresser au domicile, il faut s'intéresser à la place de la personne âgée dans la société, la façon dont on accueille les personnes âgées dans la société. Si on n'est pas accueillant, même au-delà des personnes âgées, accueillant pour les vulnérables, on voit à quel point on a du retard dans l'accueil des personnes porteuses de handicap. Où on est mauvais élève depuis des années parce qu'on n'arrive pas à rendre accueillant les villes aux personnes qui ont nécessairement des problèmes, qui ont des incapacités et qui sont en situation de handicap. Tant que la ville, en général, ne sera pas accueillante pour les personnes âgées, tant que les appartements ne seront pas accueillants pour les personnes âgées, il n'y aura pas de maintien à domicile. Si vous habitez au troisième étage sans ascenseur, votre salle de bain n'est pas adaptée, c'est pas possible. Il y a eu et ça, le rapport Broussy le montrait bien, c'était en 2013, il disait qu'il fallait effectivement modifier la conception de la ville, prévoir des secteurs qui soient effectivement des secteurs partagés entre les personnes ayant des incapacités et des personnes qui n'en aient pas, mais dans laquelle la ville serait conçue en fonction de ça. Tant qu'on ne fera pas ça, ce ne sera pas possible. Et tu as raison, hein, ça va être un vrai problème, mais ça fait plus de 2 siècles qu'on s'y penche et qu'on n'y arrive pas. Donc je crains malheureusement que ça... À titre d'exemple, moi j'ai eu en EHPAD une personne qui était rentrée en EHPAD et c'est quand même, ça m'a beaucoup marqué parce qu'elle est venue en EHPAD parce qu'elle ne pouvait pas rester à la maison, sa salle de bain n'était pas adaptée. Elle vivait en HLM. Et son fils étant carreleur a dit moi je change la salle de bain, je mets une douche à l'italienne et c'est très bien et comme ça. Il a écrit au HLM et les HLM, c'était il y a une dizaine d'années, les HLM ont répondu que oui d'accord, mais à ce moment-là il faudra qu'ils remettent la baignoire avant qu'elle sorte ou lorsqu'elle sera décédée. Et bien sûr il ne l'a pas fait et dans ce cas-là elle est rentrée en EHPAD. J'ai vu passer une mesure il y a 1 mois disant enfin que cette obligation de remettre en l'état à la sortie ne concernait plus les aménagements liés au handicap. Mais il a quand même fallu attendre 10 ans, ce n'est pas une mesure complexe, ça, non, du tout. Et tout est malheureusement à l'avenant.
Il y a une remarque sous forme de question dans le chat. Donc, la personne demande si la façon d'organiser le travail selon des méthodes qui seraient plus adaptées à la demande des personnes, donc je suppose des personnes aidées, par exemple l'humanitude dans les pratiques, pourrait être une façon de soulager cette pression qui s'exerce à la fois sur les personnels et les personnes soignées. Oui, oui. J'aurais tendance à répondre oui, mais il n'y a pas besoin de passer par l'humanitude pour ça. Il faut revenir aux soins. Le soin, c'est porter attention à la personne. Et il faut donc que l'organisation des soins puisse donner aux soignants les moyens et le temps pour pouvoir s'intéresser aux besoins de la personne et y répondre. Et ça, pour l'instant, l'humanitude. Bon, l'humanitude est une méthode comme une autre, mais si le personnel n'est pas bien présent, alors l'humanitude a une réflexion sur l'organisation du travail, donc ça y participe. Mais s'il n'y a pas de personnel suffisant, s'il n'est pas suffisamment formé, ça ne marche pas plus. On a une main levée, monsieur ou madame Mingus. Je vous invite à prendre la parole. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. J'essaye d'allumer Oui. la caméra, mais je ne sais pas si la caméra fonctionne. Merci de me donner la parole. Alors, moi, j'apporte juste un élément supplémentaire. Donc, je suis formatrice et j'interviens dans de nombreux EHPAD. Et en début d'année, j'ai fait un audit de pratique dans un EHPAD où j'étais au plus près de la pratique des soignants sur le terrain. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, et je le sais déjà depuis toutes ces années où je forme les soignants, c'est qu'aujourd'hui, il y a une urgence à comment dirais-je, à développer les ressources du soignant. Parce qu'en fait, moi, dans cette histoire de la maltraitance, je vois qu'il y a deux victimes. Il y a à la fois les résidents, les personnes âgées, mais il y a surtout la première victime de tout ça, ce sont les soignants qui sont, entre guillemets, victimes de ce manque de personnel, de ce recrutement qui est difficile, de ces métiers qui n'attirent plus. Et ce sont des soignants qui sont effectivement en grande difficulté. Alors, comment être aidant si soi-même on est en difficulté? Donc, il y a vraiment une urgence, mais alors impérieuse, je dirais, de développer les ressources, qu'elles soient psychologiques, émotionnelles, physiques, relationnelles, intellectuelles, spirituelles, toutes les ressources, développer les ressources du soignant pour qu'il puisse faire au mieux face à cette réalité qui est la leur actuellement. Voilà. Oui, on peut être que d'accord avec vous, oui. Faut soutenir, oui. Alors, on a une personne effectivement qui remarque que la présence des représentants des usagers, notamment dans les établissements de soins, peut être un levier aussi pour veiller et éviter la maltraitance et promouvoir la bientraitance. Donc, l'importance effectivement que toutes les institutions existantes et possibles soient investies pour participer de ce mouvement positif. Oui. Et ça avait été notamment mis en exergue par la défenseuse des droits dans son rapport sur les EHPAD, en disant qu'effectivement, dans la notion de bientraitance, il y a notamment le respect des droits et que le droit est loin d'être respecté dans ce domaine-là. Et la parole des usagers, en l'occurrence, et des familles est peu respectée et a été particulièrement peu respectée pendant la période du Covid. Je vois que Monique, vous souhaitez prendre la parole, donc je vous laisse allumer votre micro. Oui, bon, oui, moi je me pose la question tout au long de cette discussion, c'est que la médecine, pour l'instant, et elle est toujours dans la tête des gens, la médecine c'est quelque chose qui guérit. Or, maintenant, avec je dirais, avec le temps qui passe, on se rend compte que la médecine, elle n'aboutit pas toujours à la guérison. Et
quand on cible sur les personnes qui sont en EHPAD ou qu'on fait entrer en institution, souvent c'est que voilà, les pathologies neurodégénératives, c'est quand même quelque chose de difficile à prendre en charge aussi bien à la maison qu'en institution. Alors, la maltraitance qui des fois en découle, voilà, elle pose quand même un problème. Je dirais la médecine qui guérit, la médecine qui produit enfin qui instaure des situations qui sont difficiles à vivre. Est-ce que voilà, quelle est la réflexion sur ce domaine? Oui, mais c'est vrai qu'on a énormément de... On a une médecine qui a longtemps fonctionné sur le mode du curatif. Et actuellement, l'essentiel de la médecine, notamment à l'hôpital, est faite de l'accueil de personnes qui sont en situation de maladie chronique. Et c'est vrai que toute la partie accompagnement a été très longtemps négligée en faveur du faire et de l'action qu'on pouvait avoir de guérison, qui était une action essentielle. On est maintenant davantage dans des situations chroniques dans lesquelles il faut accompagner la personne, et on n'est pas tout particulièrement. Monsieur Léon, je vous donne la parole. Oui, cette remarque est très intéressante. Je crois qu'il y a tout lieu d'être inquiet. Il suffit de regarder d'assez près ce qui se passe à l'heure actuelle au Canada, où la vieillesse, on est considéré comme vieux quasiment à partir de 75 ans, et que, eh bien, l'euthanasie vient d'être autorisée aux personnes qui le demandaient, des personnes en difficulté sociale. Que va-t-il advenir des plus vieux d'entre nous? Faudra-t-il continuer à les opérer, à les chimiothéraper jusqu'à la fin? Et pourquoi pas les inciter à prendre une autre voie? C'est inquiétant, c'est inquiétant. Regardez très près ce qui se fait dans un pays qu'on cite souvent pour exemple. Alors peut-être avant de rebondir sur cette remarque, dans le chat, il y a une personne qui note notamment que déjà le fait d'écrire un projet individuel, donc d'accompagnement qui ne sera pas respecté ou dont tous les volets ne seront pas respectés, est déjà un acte maltraitant et irrespectueux. Et la deuxième rebondit sur ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire qu'il est difficile pour les professionnels et les futurs professionnels du soin de rester en accord avec leurs valeurs professionnelles et que donc la prévention de la négligence reste essentielle. Je suis en train de lire le dernier chat. Concernant le projet d'accompagnement individuel, oui, mais justement, enfin, c'est certainement pour moi en EHPAD le moment où on peut effectivement dialoguer avec le résident sur les moyens qu'on a effectivement et pas monter, comme on l'a fait pendant des années, des projets d'accompagnement qu'on appelait en plus projets de vie, qui étaient des espèces d'usines à gaz que personne ne pouvait respecter. Donc, c'est certainement le moment d'expliquer que une institution a des limites et d'expliquer ses limites. Oui. Donc, a priori, d'écrire quelque chose qui puisse être respecté, même si c'est des petites choses. Toujours militer pour ça, que le projet ne soit pas une cathédrale qui s'écroulera la première semaine de sa mise en œuvre, mais une petite église qu'on réussit à respecter, ce qui est relativement compliqué, mais puisque les soignants ont souvent envie de faire plein de choses, mais qu'elles n'y arriveront de toute façon pas. Et ça permet effectivement d'avoir cette conversation avec le résident pour expliquer quelles sont les limites de l'institution.
On a une intervention de Madame Fadil, qui est coordinatrice et médiatrice en santé. Est-ce que vous souhaitez prendre la parole pour expliquer ce que vous faites précisément? Est-ce que vous en retirez comme expérience par rapport au sujet qu'on traite ce soir? Sinon, je lis votre remarque. Donc, vous êtes coordinatrice et médiatrice en santé pour les cibles que je ne connais pas. Et vous dites que votre présence dans les services de soins comme interface entre les personnes en situation… Alors, je vous laisse prendre la parole. Je vous avais dit oui. Vous m'entendez? Oui, très bien. D'accord. En fait, donc je suis Fatima Fadil. Je travaille au centre Edison à Metz et l'ARS a mis en place des nouveaux dispositifs pour pouvoir faire de l'aller vers, notamment dans les parcours de soins qui sont souvent oubliés ou carrément en rupture pour des personnes qui vivent en grande précarité. Donc, j'interviens dans des centres d'hébergement, mais également dans des CADA, donc dans les centres de demandeurs d'asile, et avec différentes associations comme la Fondation Abbé Pierre, Secours catholique et toutes ces associations-là, Médecins du Monde également. Et quand ce public se retrouve hospitalisé, ben, bien souvent, il y a un décalage entre ce public et le milieu du soin. Et ce qui en ressortait, ben, c'est que ces personnes ne retournaient pas forcément dans le soin parce qu'ils étaient stigmatisés. Et donc, la politique mise en place avec les pouvoirs publics était de faire de l'aller vers. Donc, je suis infirmière de formation et cela permet de redonner confiance en fait avec cette population. Et depuis peu, ben, je me retrouve également dans les services hospitaliers avec eux pour pouvoir les accompagner, mais également accompagner l'équipe soignante qui a un regard, parce que le regard sur la précarité, bien souvent, est fait de stéréotypes et conduit à une forme de maltraitance ou de mise de côté. Enfin, il y a une incompréhension qui se fait des deux côtés. Et me mettre en lien avec les soignants et avec ce public, et ben, bien souvent, ça permet de désactiver des tensions, et puis d'ouvrir aussi le regard par rapport aux soignants. Alors, je prends le temps d'être avec eux. Moi-même, je suis issue, j'ai fait plus de 20 ans à l'hôpital, donc je connais bien la problématique. Et de recréer en fait un lien, et ben, ça permet d'éviter cette forme de maltraitance. Merci beaucoup. Oui, c'est l'importance du regard extérieur, hein, une fois de plus, hein, quel qu'il soit. Hein, à partir du moment où il y a un regard extérieur, ça aide vraiment. Alors, en plus, vous êtes un regard extérieur qui a des compétences, donc ça aide encore plus. Mais même en général, le fait d'introduire du regard extérieur, c'est le plus souvent une aide. Bénédicte, tu as levé la main. J'imagine que je peux te laisser la parole. Oui, merci Laure. Je pense qu'on parlait tout à l'heure des effectifs. Je pense que la motivation des soignants passe aussi par le fait de ne pas lâcher la mise en œuvre en fait et le soutien des projets. Parce qu'en fait, c'est ce qui constitue, ce qui fait sens dans le travail des soignants. Et donc, c'est important. Alors, effectivement, c'est important de ne pas mener, on va dire, 5 projets, 6 projets en même temps, mais c'est important toujours en avoir un qui fait sens et qui permet justement aux soignants de se sentir bien. Si on n'est que dans le faire, que dans les toilettes, entre guillemets, etc. Alors, bien sûr, il y a des moments où on n'a pas le choix, mais je pense que dès qu'on peut, c'est important aussi de travailler sur les projets et le soutien des projets. Je pense que c'est fondamental, en fait, pour préserver la motivation des soignants, pour préserver les équipes. Si on est trop dans le faire, je pense que c'est pas forcément, comment dire, la bonne solution, quoi. Voilà. Après, il y a des moments où on n'a pas le choix. Je suis bien d'accord avec ça et il faut être au contact avec la réalité. Mais je pense que dès qu'on a la possibilité de le faire, c'est important de le faire. Oui, les soignants sont nécessairement dans le faire. Il faut savoir mais c'est souvent difficile, vu les circonstances actuelles, d'être dans le faire pour quelqu'un. On finit par ne plus que faire et plus pour le soignant, en l'occurrence, qu'on a en face de soi.
les projets, oui, c'est important. Bon, en EHPAD, par exemple, je redis, le projet d'accompagnement est quelque chose de structurant pour les équipes s'il est bien construit. Je crois que nous arrivons proche de la fin de ce webinaire. Je voulais, avant de repasser la parole à Monsieur Audibert pour conclure cette session, je voulais vous remercier tous pour vos participations, Monsieur Karcher pour votre présentation. Et Monsieur Audibert, je vous laisse la parole pour conclure. En tout cas, merci à tous d'avoir été quand même assez nombreux à ce webinaire. On a été plus de 60 connectés au PIC. Sur un sujet pas forcément facile, un soir d'été où il y a sûrement plus intéressant à faire. Merci de vous intéresser à ce sujet de l'éthique et à l'éthique en général. Je me permets de vous donner rendez-vous pour notre prochain webinaire à la rentrée qui sera le 29 septembre, si je ne m'abuse. Le 28 septembre, pardon. 28. Vous recevrez des informations d'ici là. Et d'ici là, je vous souhaite à tous un très bel été. Au revoir. Et merci à Patrick encore. Au revoir. Merci Patrick. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Et merci à tous.